Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Desray et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferréférent. Comment ça va Pierre ? Très bien Julien, merci. Et toi, comment ça va ? Écoute, ça va, je rentre tout juste de vacances, je suis tout frais et pimpant. La même. C'est vrai qu'on s'est vu en plus il n'y a pas très longtemps en France, ce qui est assez rare. Passer un petit peu de quality time. Et surtout encore en plus quand c'est dans le contexte familial. Pour le coup. Exactement. C'est vrai que maintenant on est officiellement de la même famille, plus ou moins éloignée, quoi. On se rattrape un peu aux branches, mais oui, c'est pour le coup c'est vrai, oui. Incroyable. Bisous, la bise à Eugénie et Florian si vous nous écoutez, et tous nos vœux de bonheur. Et c'était un très beau mariage. C'était un beau mariage et c'est un peu grâce à eux qu'on s'est rencontrés, Pierre et moi. C'est vrai en plus, anecdote. Oui. C'est vrai. Donc sans eux, il n'y aurait pas d'agiliste. Comme quoi. Tout petit rien font des grands tout. C'est pas ça du tout, mais on a l'idée. Ça marche aussi. Donc au programme d'aujourd'hui, les challenges et bénéfices du full remote. On va parler évidemment de nos problématiques actuelles qui sont finalement pas mal liées au full remote aussi. Donc ça servira un peu d'intro à tout ça aussi, les outils de l'épisode. Mais pour commencer, on va s'intéresser au principe agile du mois de novembre, qui est le suivant. Ouvrez les guillemets, réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Fin de citation. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, ce qui est hyper intéressant pour commencer, c'est là où du coup le remote, je trouve, qui n'a rien à voir pour le coup, enfin qui est lié à ce principe, mais pour le coup, ça a été vraiment ce qui s'est passé dans ma boîte. Réaliser des projets avec les personnes motivées, et donc c'est directement lié à ça, c'est-à-dire on a des personnes motivées à GetGround, et une chose qu'on a demandé pendant pendant un bon moment a été de passer en full remote, et donc du coup évidemment avec le Covid on y était déjà mais forcé, alors que nous ce qu'on voulait c'était le garder pour après, puisque on s'est tous rendu compte, et moi le premier, on en rediscutera après, mais moi j'étais contre le remote avant de faire du remote, donc comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis, et donc maintenant j'ai vraiment été, j'ai changé du tout au tout mon fusil d'épaule, avec quelques caveats qu'on parlera après, mais en tout cas, sur ce point-là, c'est exactement ce qui s'est passé dans la boîte. C'est-à-dire, on a demandé en disant, voilà, nous les ingénieurs, on aimerait vraiment être en remote full, parce que ça nous permettra du coup de préparer nos setups, nos environnements de travail, pour être vraiment au top du top. On se rend compte qu'on bosse vraiment bien. Et du coup, on a eu exactement ça. C'est-à-dire, on a demandé l'environnement, qui était le remote, et le soutien, qui était, et du coup, le soutien et la confiance qui va avec pour atteindre les objectifs. Et c'est exactement ce qu'on a eu. C'est-à-dire que, alors, pas seulement notre CTO, mais on va dire le Senior Leadership Management, qui a décidé de partir sur le full remote, donc pour d'autres raisons aussi, mais une des raisons a été justement parce qu'on le demandait fortement, et ils nous ont fait confiance en nous disant ok, on part sur remote et on vous fait confiance pour justement atteindre ces objectifs. Ce qui a, pour le coup, marche très bien pour l'instant. Alors, dans notre cas, c'est un peu compliqué de faire un comparatif, puisque la majorité des employés ont été employés pendant le Covid, et donc de facto en remote. Mais en tout cas, pour l'instant, on a de bons résultats. Quand on compare par rapport aux autres entreprises où on était avant, on trouve que notre cadence de travail est relativement élevée, même plus élevée que quand on était dans les bureaux. Bon, à nouveau, on en reparlera après pourquoi. Mais pour revenir juste, donc ressortir un petit peu du remote, et pour revenir vraiment juste au principe, que l'environnement ce soit le remote, que ce soit de leur donner plus de temps, de faire des journées plus ou moins chargées, d'adapter, de mettre par exemple les meetings uniquement en début de journée ou en fin de journée, ou à la carte, ou de proposer aux gens de ne pas assister au meeting dès le moment où ils acceptent de toujours regarder les notes, et en gros de ne pas utiliser l'excuse de dire j'étais pas là au meeting donc me posez pas les questions. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour justement dégager du temps aux gens, et donc l'environnement pour moi passe par le temps qu'on accorde, l'environnement tout bêtement de travail, mais le remote ou directement sur site.
Le soutien du coup qui est extrêmement important, c'est-à-dire que le remote, voilà, si jamais on fait pas confiance aux équipes, ça ne marchera jamais, ou du moins ce sera toujours avec du flicage, et du coup on n'atteindra jamais le niveau de confiance dont on parle pour atteindre les objectifs fixés. Et c'est justement le point que je trouve le plus important, que ce soit l'environnement, le soutien, la confiance ou les besoins qu'on va avoir, il faut avoir des objectifs fixes, et c'est ça le plus important. C'est-à-dire c'est un peu malhonnête de mettre en place par exemple un environnement remote, de dire aux gens on est derrière vous, donnez le meilleur, mais sans leur dire qu'est-ce qui est le meilleur ou ce qui là où ils doivent arriver. Et d'autant plus avec le remote, c'est compliqué parce que à la présentielle, à la française, on peut dire bon bah il est assis à son bureau, il y a de fortes chances qu'il bosse, même si je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là, mais au moins ça a permis depuis des décennies d'avoir plus ou moins l'idée si les gens bossaient ou pas, ou du moins s'ils étaient là ou pas, et de jeter un petit coup d'œil si on voulait à ce qu'ils faisaient. Avec le remote, c'est quasiment impossible. Bon, il y a des logiciels qui permettent de le faire, mais je suis totalement opposé à ça. Mais du coup, c'est important justement d'avoir ces objectifs, et ça permet justement de créer un environnement qui est encore plus souple. Parce que si on a un objectif qui est pas de dire voilà, l'objectif c'est pas tu travailles de 9h à 17h tous les jours. L'objectif c'est de faire quelque chose, et c'est pas forcément en bossant de 9 à 17 que tu vas avoir les meilleurs résultats. T'as des gens dans mon équipe qui par exemple travaillent beaucoup mieux l'après-midi, et d'autres qui au contraire travaillent beaucoup mieux dans la matinée. Et donc je sais que ces personnes-là vont parfois commencer à bosser à 7h30 pour certains qui ont des routines matinales où ils se lèvent très tôt, et ils vont préférer justement savoir que de 6h30 ou 7h jusqu'à 10h, personne va les embêter avec des réunions, et donc ils savent très bien qu'il y a déjà plus de la moitié du taf qui est fait pour la journée. Et après il y en a qui vont prendre peut-être 2h, 2h30 sur le midi où ils vont répondre aux messages mais vont pas activement travailler parce que déjà la moitié du boulot a été fait dans la matinée. Donc c'est assez intéressant, et c'est justement, ce principe-là est écho, je trouve, beaucoup avec le remote actuellement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? Il me reste encore quelques points, mais d'avoir ton avis. Ouais, évidemment, je partage pas mal de points avec toi. En fait, je trouve que, j'ai connu un petit peu que ça, donc c'est difficile pour moi. À chaque fois qu'on parle d'agilité, moi j'ai connu un petit peu que ça, mais c'est vrai que le style de management un peu moderne, il est plutôt tourné autour des objectifs et des expectations que autour du temps de travail, surtout dans du knowledge work, surtout dans du tertiaire comme c'est le cas dans l'informatique, et comme c'est le cas dans beaucoup de métiers dans les pays occidentaux en général, je pense. Donc c'est vrai que, pour revenir sur le principe agile, avoir des personnes motivées, c'est hyper important, et de leur fournir l'environnement et le soutien dont ils ont besoin, leur faire confiance pour atteindre les objectifs fixés. Il y a vraiment ce côté-là cette problématique d'objectifs, quand on parle vraiment d'objectifs, et de faire confiance, plutôt que de dire aux gens juste viens au boulot de 9 à 5. Et je trouve que finalement le remote et le full remote découlent complètement de ça, en fait. C'est presque une suite logique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à faire confiance aux gens en présentiel pour déjà avoir des horaires qui sont un peu flex, etc., finalement il n'y a qu'un pas un grand pas, mais il n'y a qu'un pas pour passer en full remote et pour continuer dans cette lancée-là. J'ai l'impression que c'est un petit peu... C'était des pierres qui ont été posées il y a une vingtaine d'années, mais qui aujourd'hui commencent à vraiment prendre tout leur sens, quoi. C'était assez visionnaire, en fait. C'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce que tu vois justement aux limites, ou par rapport à ce principe agile-là, qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, le mettre en danger ou faire en sorte qu'il soit mal utilisé, justement? C'est une bonne question. Moi, la limite que je vois, c'est personne motivée, quoi. Il suffit... comment les garder motivés? Et puis aussi d'expérience dans une équipe, surtout dans une équipe Scrum ou une équipe agile en général, limitée à 2 pizzas, donc 5 à 7 personnes. Il suffit d'une brebis galeuse pour casser la motivation de tout le monde, et il suffit qu'une personne ne respecte pas les règles pour que ça devienne assez compliqué. On dit souvent que dans une entreprise, il y a la zone, un peu la zone verte, sont les choses qui sont autorisées, mais c'est plus qu'autorisé, c'est suggéré, fortement recommandé. Il y a la zone rouge qui est les trucs interdits, et tout ce qui est entre les deux, c'est les trucs autorisés, mais c'est plutôt la zone grise, quoi. Et en fait, dès que quelqu'un va commencer à aller dans cette zone grise, et que les autres personnes vont se dire oulala, attends, ça c'est pas normal que ce soit dans la zone grise, ça devrait être plutôt dans la zone rouge, si le management réagit pas par rapport à ça, et du coup il y a les gens vont commencer à se dire c'est pas juste, etc., et tout le monde va commencer à aller de plus en plus dans cette zone grise, et ça part un peu en sucette. Donc je suis hyper pour
pour vraiment être basé sur les objectifs et laisser les gens s'organiser comme ils veulent. Mais c'est vrai que voilà, il faut faire attention déjà en termes de recrutement, être sûr de recruter des profils qui vont être capables de gérer ce truc-là en fait. Enfin, voilà, juste tendance à penser qu'il faut juste embaucher des adultes, mais, mais tout le monde n'a pas la même discipline ou la même notion de tout ça. Et puis ça peut différer en fonction des cultures, etc. C'est aussi une problématique qu'on peut rencontrer pendant le full remote. Mais ça veut dire aussi qu'en tant que manager, et c'est un de mes problèmes, c'est que on peut avoir tendance à juste faire confiance complètement aveuglément aux gens et au final remettre un peu la faute sur les gens en disant ouais mais c'est cette personne-là, elle est pas capable de s'autodiscipliner, etc. Alors que en fait c'est à nous en tant que manager de gérer ça et de faire en sorte de fournir l'environnement et le soutien dont ils ont besoin. Et c'est un petit peu la partie du principe agile qu'on a tendance à oublier, à se dire juste on leur fait confiance pour atteindre les objectifs, on leur donne de la confiance à les objectifs et pouf, ça va marcher. Ouais. En fait non, il y a plus d'accompagnement et c'est un peu ça la subtilité et toute la complexité un peu cachée de ce principe, je trouve. Ouais, il est intéressant et je te rejoins complètement sur ce point-là. Le risque en fait c'est d'avoir une brebis galeuse ou un bad actor dans le système. Mais c'est là où du coup je trouve, alors enfin par exemple on va parler de Scrum précisément, mais c'est là où par exemple dans les rétro Scrum, je pense que automatiquement ce sera vu, c'est-à-dire qu'en fait si, alors je pars du principe où évidemment c'est pas toute l'équipe qui est dans cette mentalité-là, mais s'il y a effectivement une personne qui joue pas le jeu, il y a de fortes chances que l'équipe d'elle-même s'en rende compte et le mette en avant en disant bah voilà, enfin on a trouvé que voilà ce sprint-là, on sait pas pourquoi, mais t'as pas participé autant que d'habitude, t'as pas été aussi, enfin voilà, t'as pas communiqué autant, t'as pas participé autant, t'as pas produit autant et du coup c'est enfin voilà, il y aura un échange LC qui va arriver. Alors évidemment ça repose sur tous les autres principes et les piliers qui sont donc la transparence, l'honnêteté, enfin le courage. Toutes ces choses, c'est ça, qui sont liées. Mais du coup, si on les a et comme le fait l'équipe Scrum est mature, même si de fait il y a une personne et c'est pas forcément récurrent, ça peut être juste en one-off, quelqu'un qui a un mauvais sprint ou qui pour X raison, voilà, se donne pas à fond, automatiquement l'équipe va s'en rendre compte et va filtrer elle-même et lui dire voilà ça a pas été, comment on peut t'aider. Et donc évidemment l'équipe apportera du soutien, mais c'est aussi à nous du coup d'apporter du soutien en plus s'il y a quelque chose d'extraordinaire au sens qui sort de l'ordinaire. Absolument. Est-ce qu'on a fait un peu le tour ? Je crois, ouais. Il va falloir soigner ces transitions. Alors, sujet principal. Donc, on a commencé à effleurer vite fait un peu les challenges et bénéfices du full remote. C'est intéressant. Ça tombe. C'est toi qui as proposé le sujet, mais c'est vrai que ça tombe plutôt à pic pour moi aussi. Je viens de terminer et je vous le recommande à tous le cours Coursera de GitLab sur comment leader une équipe remote. Alors c'est en anglais, mais bon c'est pas fort compliqué et ça se fait normalement, c'est un cours sur 5 semaines je crois avec des assessments etc. Moi je l'ai fait en genre 6 heures, quelque chose comme ça. Je recommande fortement, c'est une vraie mine d'informations et du coup je viens de le terminer et je suis en train de de réfléchir un petit peu à tout ça et justement pas tellement aux challenges et aux bénéfices mais peut-être aux challenges cachés qui m'ont été révélés un petit peu ou que j'ai un peu réussi à déterrer ou aux bénéfices aussi cachés que j'avais pas forcément vu. Donc c'est assez intéressant de remettre ça un petit peu sur le tapis et de gratter un petit peu ce sujet. Donc je vais commencer par une petite définition, après je vais te laisser la parole pour qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Donc quand on parle de full remote, donc on parle vraiment d'une entreprise qui est distribuée géographiquement, qui n'a pas besoin de bureau pour fonctionner. Et en fait, je me suis rendu compte avec le cours de GitLab que en fait, eux, ils découpent en quatre grands groupes. En fait, c'est vraiment un spectre. On parle de télétravail, mais c'est vrai que maintenant, il y a rarement le télétravail et le colocalisé. Il y a vraiment un spectre qui va du full remote. Il faut être absolument présent. Il n'y a pas le choix. Ça peut être un travail qui nécessite d'être sur place. À jusqu'au... Le full no remote, pardon. Pardon, le no remote. T'as fait une coquille. Le no remote où il faut absolument être présent, jusqu'au full remote où il faut, c'est pas que c'est interdit d'être présent, mais c'est juste qu'on ne peut pas, il n'y a pas de bureau et tout est organisé autour de ça. Et au milieu de ce spectre, on trouve le remote autorisé, donc qui va être autorisé selon certaines conditions. C'est un peu ce qu'on avait à Arthos à l'époque, c'est-à-dire que voilà,
de base, tout le monde est tenu d'aller au bureau, mais si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, si j'ai quelqu'un qui vient installer la fibre chez moi, si j'ai un gamin qui est malade, quoi que ce soit, c'est autorisé de demander à être remote pour une journée ou deux ou quoi, et puis globalement, il n'y a pas forcément besoin de demander trop à l'avance, et puis ça se passe bien. De toute façon, on a tous un ordi ou quoi. Et un peu plus loin dans ce spectre, il y a le hybride autorisé, où là, en fait, c'est des boîtes qui vont avoir un bureau ou des bureaux, mais qui vont avoir aussi des gens qui sont full remote. Donc certaines personnes viennent tout le temps au bureau, certaines personnes sont tout le temps remote. C'est un peu notre cas à Swissborg, on a certains bureaux à Tallinn, à Lausanne, etc. Il y a des gens qui y vont régulièrement, certains y vont plus que d'autres, mais il y a des gens par exemple comme moi qui vivent à Londres et qui vont jamais au bureau. Et globalement, voilà, il y en a une grosse majorité de remote, mais on a quand même des bureaux. Et ça, la différence entre hybride comme ça et full remote, en fait, je me suis rendu compte, est assez grande, mais on peut revenir, assez grande en termes de bénéfices, mais aussi en termes de challenge. Alors toi, tu voulais nous parler de ça, et du coup, tu as introduit un petit peu, ça, c'est une problématique qui est très actuelle pour toi. Ouais, c'est là où du coup je suis intéressé d'avoir ton avis sur la structure qu'on a, ou du moins qu'on est en train d'avoir, parce que et c'est une première question donc par rapport à Swissborg. Donc tu parlais d'hybride autorisé. Est-ce que ceux qui vont dans les bureaux sont obligés d'aller dans les bureaux, ou est-ce qu'ils décident d'aller dans les bureaux? Non, ils décident d'aller dans les bureaux. En fait, à l'origine, c'est une boîte qui est vraiment suisse, qui a été créée à Lausanne. Donc en fait, à l'origine, il y avait des bureaux. Et en fait, de ce que j'ai compris, en fait, quand il y a eu la pandémie, on avait déjà commencé à embaucher quelques personnes par-ci par-là qui étaient remote, et en fait, ce qui était l'exception est ensuite devenu la règle. On a commencé à embaucher, comme on a eu une grosse croissance pendant la pandémie, on a continué à embaucher comme ça un peu partout à l'étranger, et maintenant, en fait, on est totalement organisé, toute la boîte est organisée autour du concept de pas avoir besoin de bureau. Donc en fait, les gens qui y vont, ils vont chercher un peu d'interaction sociale, ils ont l'habitude, mais rares sont les personnes qui vont là-bas tout le temps. Ça va être vraiment 1-2 jours par semaine. Ok. Et juste pour finir, pour être sûr qu'on parle la même chose, ça, c'est le cas pour tous les employés, indépendamment qu'ils soient ingénieurs, marketing, product, design. Ouais, en fait, on n'a pas non plus beaucoup de gens à Lausanne, donc. D'accord. Historiquement, il y a surtout des ingénieurs là-bas, mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de top management aussi. Ça pose aussi des questions. Est-ce que le top management devrait se voir dans les bureaux et les autres non? Après, c'est pas non plus le cas de tout le top management. Donc finalement, c'est difficile de tirer derrière. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de gens finalement à Lausanne, c'est assez difficile de tirer des statistiques qui valent quelque chose. Mais globalement, ouais, il n'y a pas exactement de règles. Ok. Parce que donc du coup c'est pour ça j'ai mis qu'il y en avait un autre pour moi, le remote plus, ou quelle que soit l'appellation. Donc du coup dans notre cas, donc on est basé à Londres, on avait les bureaux dans Londres, donc comme j'expliquais avec le Covid, on s'est retrouvé à être en full remote tous, puisque on était même le gouvernement britannique nous décourageait d'aller dans les bureaux, et d'ailleurs nous interdisait même d'aller dans les bureaux à moins d'être des travailleurs essentiels, key workers. Et donc à cause de ça, on n'a pas eu le droit d'aller dans les bureaux, et quand ça a été autorisé, on avait gardé nos bureaux, puisque de toute façon il nous fallait une adresse postale, donc on s'est dit autant garder les bureaux, et on y est retourné petit à petit. Et donc maintenant en fait on a des règles qui s'appliquent en fonction du département dans lequel tu es. Donc par exemple en tant qu'ingénieur, donc mettons si j'étais pas team lead mais ingénieur, potentiellement j'ai pas besoin d'aller dans les bureaux, jamais, sauf quand mon team lead me demande pour une réunion de venir dans les bureaux. Donc on a toujours cette idée où en fait même si on est en remote, on doit toujours être rattaché à un bureau. Et donc là on avait donc le bureau de Londres qui se passe exactement comme ça. Donc on a les ingénieurs qui sont sur Londres ou dans le Royaume-Uni, plutôt en Angleterre principalement, qui du coup peuvent être amenés à se rendre au bureau de Londres si on a besoin pour une réunion. Et de la même manière, là on a ouvert un bureau à Berlin et un bureau à Lisbonne, et les personnes qui seront recrutées, on pourrait potentiellement leur demander de se rendre dans les bureaux une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Enfin voilà, mais il y a toujours cette possibilité où on leur demandera d'aller dans les bureaux, et c'est clairement dit à l'embauche et dans nos contrats, puisque c'est quand même quelque chose qu'on veut garder. Qu'on rediscutera tout à l'heure dans les challenges, mais on voulait garder ce principe où en fait les personnes ne pouvaient pas être n'importe où à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'on sait toujours qu'ils ont au moins un lieu d'attache, qui d'ailleurs peut changer et évoluer, on en parlera après, mais
mais au moins ils sont toujours liés à un bureau physique au pays où ils sont. Et c'est là où du coup je vais commencer avec avec un challenge, pas un bénéfice forcément. Nous, au niveau par exemple de l'organisation et au niveau légal, on a besoin d'avoir des bureaux, puisqu'en fait les gens qui seront employés à Berlin seront employés par Berlin GetGround, les gens à Lisbonne seront employés par GetGround Portugal, et les personnes chez nous restent dans la maison mère de GetGround. Ce qui fait que par exemple, donc mettons si on prend mon cas, je travaille à Londres, je rentre en France pour plusieurs mois. Par rapport à la loi, je suis autorisé, mais jusqu'à un certain nombre de mois, puisqu'après en fait l'entreprise devrait me déclarer comme un travailleur détaché, même si en fait on n'a pas de bureau là-bas. Et donc du coup, on a une tolérance qui dépend des pays, mais en fait on a le droit. Donc moi par exemple, je peux rentrer en France si je veux pour quelques mois, tant que je suis dans la légalité et que je suis pas reconnu comme un travailleur détaché, mais juste moi qui passe des vacances ou qui travaille à distance. Mais à nouveau, si jamais il y a une réunion où je suis obligé d'aller, je suis obligé de revenir physiquement à mes frais. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été décidé et que pour l'instant on pense qui est intéressant. Un challenge par exemple, donc commençons avec un challenge et on parlera ensuite des bénéfices, que je pense qu'elles sont plus faciles à mettre en avant les bénéfices que les problèmes. Comment vous avez fait chez toi par rapport au salaire ? Est-ce que vous avez une décision qui est fixe ? Est-ce que vous cherchez encore comment ça va fonctionner ? On cherche encore la solution parfaite. Il y en a certainement pas, mais ouais, on regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche. Pour l'instant, chacun fait un petit peu sa petite tambouille. Par exemple, Google, ils ont annoncé que pour eux, ce seraient des salaires qui seraient localisés. En fait, la façon dont ils le défendent, c'est qu'ils disent, en fait, c'était comme ça avant. C'est que quelqu'un qui travaille chez Google à New York, il va avoir un salaire new-yorkais. Parce qu'il a des frais new-yorkais, et si quelqu'un qui resterait chez Google et qui déménagerait dans d'autres bureaux, je sais pas, dans le fin fond du Nebraska, s'il y a des bureaux là-bas, et du coup son salaire va baisser parce que ça va être indexé. Donc ils ont dit, pour nous ça change rien, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la compta. Donc en fait, que ce soit remote ou pas, on applique cette règle-là. Fair enough. Après, voilà, mon ressenti là-dessus, c'est qu'on est dans un marché globalisé et que tu vois, si demain j'ai un ingénieur qui vient me voir et qui me dit en fait je suis pas d'accord parce que mon salaire il faudrait qu'il soit de temps et vous dans mon pays je sais pas, quelqu'un qui habite j'en sais rien en Pologne, tu vois, random, qui va me dire moi en Pologne vous me payez le salaire en Pologne qui est tant, et moi il y a Twitter qui est prêt à m'embaucher en remote pour autant, nous comment on fait pour s'aligner, tu vois? Est-ce qu'on va vraiment garder la personne? Parce que finalement Twitter, ils vont leur faire une offre, je sais pas comment ça marche les salaires à Twitter, mais tu vois, s'ils veulent vraiment quelqu'un, ils sont capables de sortir le pognon pour la prendre. Et comment ça se passe? Parce que est-ce que nous on dit sur un crack et on dit allez d'accord, on te paye ce qu'on pense que tu vaux, mais à ce moment-là c'est pas très fair pour les autres camarades qui sont dans le même pays et qui eux sont payés un salaire plus bas. Comment ça se fait si moi je déménage dans un autre pays plus tard et qu'on me dit d'accord, mais on te baisse ton salaire de 30%, la quantité de travail que je fournis est toujours la même. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord sur le truc localisé, mais de ce que je vois, GitLab c'est comme ça qu'ils font aussi. Tout le monde a l'air de à peu près s'aligner là-dessus, en disant que ça leur permet d'embaucher plus de gens, parce que ils embauchent les gens à un salaire qui est moindre sans que les gens ça les mettre dans la merde financièrement, et que du coup ça leur permet d'embaucher plus de gens et du coup d'aller plus vite, ce qui se tient aussi. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne solution, mais être équitable dans toute l'entreprise et en même temps avoir une règle qui a du sens, je trouve que c'est assez délicat. Je pense que c'est peut-être pour ça que les entreprises in fine se retrouvent dans cette espèce de règles un petit peu bêtes et méchantes, c'est que au moins ça permet d'être lisse au niveau de toute l'entreprise, quoi. Mais bon, si après ça t'empêche de garder certains talents, après c'est toujours pareil finalement, même si t'es collocated, même si t'es dans des bureaux, même si la policy officielle c'est que tout le monde a le même salaire et tout, il y a toujours un mec qui va être super brillant et que la boîte a envie de garder, et qui vont casser la règle pour le payer plus cher.
Exactement. C'est pour ça. Enfin, nous, je sais qu'ils ont choisi justement cette approche de localiser. Donc, on a mais c'est localisé très simplement, c'est-à-dire on a une grille de salaire en fait qui est juste différente pour exactement le même poste. Il y a un prix pour Londres, un prix pour Berlin, un prix pour Lisbonne. Et donc, dans l'approche, ça paraît relativement fair, ça paraît équitable parce que c'est comme ça, comme tu expliquais que ça marchait avant. Et si quoi que ce soit, je trouve que c'est même encore plus fair. Je prends mon exemple, par exemple, je suis rouennais, donc je viens de Rouen. Je n'apprécie pas beaucoup Paris comme ville, mais pour autant, c'est là où il y a les boulots les plus intéressants. Si maintenant j'étais pas venu à Londres et que j'étais resté à Rouen, grâce au remote aujourd'hui, ça pourrait me permettre de vivre à Rouen et de toucher potentiellement un salaire de développeur parisien. Et donc, par exemple, dans ces cas-là, le développeur parisien toucherait, comme t'expliquais, le même salaire qu'avant. Il n'est pas du tout biaisé par rapport au remote. Moi, par contre, en tant que Rouennais, je toucherai un salaire qui est plus élevé que ce que j'aurais eu à la normale grâce au remote. Et pour autant, je comprends que ce soit localisé par rapport à la France et donc il y a de très fortes chances que ce soit aligné sur les capitales puisqu'ils vont vouloir garder les Parisiens qui étaient déjà qui habitaient à Paris, mais aussi sûrement des gens qui viennent de province comme moi. Et donc du coup, là où je trouverais ça unfair, c'est si on reprenait la logique de dire alors les Parisiens vous êtes payés tant et les provinciaux vous êtes payés tant. C'est pour ça là, je pense que de faire un prix par pays et surtout s'il est indexé sur la capitale, ça permet toujours d'avoir ce. Alors même si je comprends, par exemple, si tu bougeais toi de Londres dans un autre pays, par exemple Londres en Pologne, tu serais payé moins forcément, mais à nouveau avec le coût de la vie. Je trouve ça plutôt fair en fait parce que comme tu dis, je pense pas qu'il y a de toute façon je trouve qu'il n'y a pas une seule solution, c'est-à-dire j'ai pas trouvé une seule entreprise qui a réglé le problème parce que comme tu dis il y aura toujours des différences tout ça, mais je pense que cette approche-là est la plus rationnelle. Alors rationnelle parce que comme tu dis on fait comme avant d'une certaine manière, mais c'est aussi celle je pense qui est la plus rassurante pour tout le monde parce que tout le monde se dit bon à défaut d'avoir trouvé quelque chose d'autre, c'est ce qui paraît le plus équitable pour l'instant. Donc autant partir là-dessus parce que après, de la même manière, si jamais, comme tu dis, on payait de la même manière un développeur en Pologne qu'on le paierait à Londres, bah du coup les développeurs londoniens pourraient aussi gueuler en disant bah ramener au coût de la vie, c'est pas faire pour nous. Et du coup le polonais pour le coup est avantagé peut-être 4-5 fois plus par rapport à son coût de la vie. Donc comment ça se passe? Est-ce que je déménage en Pologne? Et là on va dire bah non parce que sinon tu conserves pas. Enfin voilà, ça amène des discussions qui sont un peu étranges, mais. Alors, je reste convaincu que sur le long terme, en fait, les salaires vont quand même être tirés. Je sais pas s'ils vont être tirés vers le haut ou vers le bas, mais en gros, il va y avoir une moyenne qui va se créer au fur et à mesure. Et on va peu à peu tendre vers un marché du travail qui est vraiment globalisé. Et du coup, il y a certaines personnes qui aujourd'hui, tu vois, je trouve aujourd'hui on est dans les extrêmes, tu vois, parce on est juste au tout début du modèle. Et du coup, il y a des gens qui sont dans des pays où le coût de la vie est super bas et qui ont des salaires mirobolants, et inversement, il y a des gens qui se font avoir par le système, et je pense que tout ça va se moyenner avec le temps, ça va se lisser. Mais ouais, après le truc des pays, c'est pareil quoi, tu vois, moi si peut-être demain si je déménage dans la capitale de la Pologne, peut-être que je vais perdre un peu mon salaire, mais j'aurai quand même un coût de la vie qui sera à peu près élevé. Alors que peut-être que imagine je déménage, j'ai passé une semaine à Aberdeen dans le fin fond de l'Écosse. Si demain je déménage à Aberdeen et que je garde mon salaire londonien, peut-être que je fais un meilleur delta, tu vois. Donc il y a toujours des cas où ça marche pas. Et comme on disait, il n'y a pas de solution miracle. Et ouais, c'est une vraie problématique. Ouais. Complètement. Je te propose de passer sur quelques bénéfices. Du coup, bon, il reste encore des challenges, mais un bénéfice, alors j'en envoie un. Bah, du coup, comme on discute déjà, je pense que celui-là, il paraît assez évident. Donc pour nous, le bénéfice direct, ça a été beaucoup plus de talents disponibles géographiquement, puisqu'avant, on se limitait uniquement à Londres. Maintenant, on est sur Londres. On est sur le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal. Et si ça continue, si on doit embaucher encore et qu'on a la croissance qu'on continue, on va ouvrir dans encore d'autres capitales européennes. Mais du coup, donc, un des avantages immédiats du remote, c'est de pouvoir avoir beaucoup plus de personnes disponibles avec du coup des frais qui sont quasi nuls, quasi nuls quand on compare avant au prix qu'il fallait payer pour chaque employé une place dans un bureau. Évidemment, c'est des frais qui vont très vite, très haut. Et là, du coup, il y a une économie qui est immédiate. Et donc, du coup, le coût par rapport au bénéfice, il est énorme, quoi. Ouais, absolument. Moi qui fais beaucoup de recrutement à Swissborg, mais j'imagine même pas la galère que j'arrive même plus à me rappeler à quel point c'était compliqué d'embaucher des gens. Aujourd'hui, avec tous les entretiens que je fais passer, je me dis mais si j'étais dans des bureaux et que je devais me cibler que des gens à Londres, et pourtant à Londres il y a beaucoup de développeurs, mais
Enfin, ce serait impossible. On pourrait pas recruter autant de personnes en aussi peu de temps, quoi. Non, c'est sûr. C'est du délire. Et j'arrive déjà plus à comprendre comment ça marchait avant, quoi. Ah non, mais et d'autant plus, j'attends vraiment de voir en plus spécifiquement au Royaume-Uni comment ça va se passer parce qu'on est quand même donc on est parmi les top 3 métiers les plus en demande, les chauffeurs de camions 120 000, les nurses 80 000 et les développeurs logiciels 70 000 postes à pourvoir au Royaume-Uni. Donc le remote est non pas est même pas là pour nous aider, mais à ce point-là c'est quasiment une nécessité. Et je fais un aparté là-dessus, mais faut savoir que nous par exemple dans la boîte on concurrence avec que les grosses boîtes londoniennes. Donc du coup en face on a des Google, on a des Facebook, on a des Twitter, enfin on a toutes les grosses boîtes qu'on peut nommer qui évidemment tirent les salaires vers des pics qu'on n'a jamais vus avant, et ça en devient un point où c'est déraisonnable, c'est-à-dire même si je suis pour qu'on augmente nos salaires, évidemment qu'on soit récompensé pour le travail qu'on fait. J'en viens à me dire que même moi, on a atteint un niveau qui est même plus du raisonnable. On est complètement hors sol au niveau des salaires à cause justement des grosses boîtes qui peuvent se permettre de les payer, et en même temps du fait qu'on ait très peu de développeurs qui sont encore disponibles, et malheureusement énormément de boîtes sont en train de se faire siphonner leurs développeurs par des grosses boîtes qui sont prêtes à payer des sommes ridicules juste parce qu'il leur faut des développeurs. Et là où avant il y avait une certaine, je trouve, excellence qui était demandée par ces entreprises là, j'ai vu du coup de mes propres yeux, leur niveau est vraiment en train de descendre parce qu'ils sont prêts à mettre des salaires de malades pour des compétences où ils auraient jamais payé ces prix-là avant. Et c'est juste le commencement, mais avec Facebook qui commence le métaverse, 10 000 développeurs en plus sur l'Europe, Google qui ont ouvert leur nouveau bureau à côté de King Cross, c'est plus de 6 000 employés sur les 3 ans à venir, et donc forcément ça va créer des situations qui vont être... Enfin, tant mieux pour les développeurs qui vont arriver là-bas, mais honnêtement, je leur poserai la question, est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes employé au prix que vous valez? Et je pense, sans me mouiller, que la réponse, pour tout le monde, mais pour une bonne partie d'entre eux, je pense que la réponse sera non. Enfin, je n'abaisse pas du tout leurs compétences, mais je pense que les salaires sont tirés vers le haut d'une manière qui est incroyable, quoi. Ouais, c'est assez indécent. Dans la blockchain aussi, on a un sacré mal à recruter parce que il y a des candidats qui nous demandent des salaires. En vrai, ça commence à devenir indécent, quoi. Enfin, on peut pas, tu vois, on peut pas payer un développeur genre 5 fois plus que les autres, quoi. C'est ça, ça atteint des sommets. Mais malheureusement, ils ont raison, parce que les mecs, ils sont introuvables aussi. Il y a toujours quelqu'un qui viendra payer. C'est ça. Un autre bénéfice rapidement, mais donc pareil, on va rester dans les Captain Obvious. Le temps de trajet. Donc évidemment ça disparaît complètement puisque il y a jusqu'au bureau, mais ça dépend des gens, mais pour nous c'est quelques secondes. Et donc là, ce que j'ai remarqué, donc évidemment en soi ça n'a pas d'incidence directe parce que sur le papier on se dit qu'il y ait du commute, qu'on ait besoin d'aller physiquement au bureau ou pas, le temps de trajet n'a jamais compté dans le temps de travail effectif. Donc si on travaillait 8 heures dans les bureaux, c'est toujours 8 heures à la maison. Sauf que, et c'est là où c'est un gros point que moi j'ai découvert, c'est pas du tout les mêmes 8 heures de travail. C'est-à-dire que quand on arrive au boulot et qu'on n'a pas eu le commute avant, c'est-à-dire on se prend son petit café, on finit, hop, on se met, on commence en sirotant son café, à regarder un petit peu ce qui se passe, et puis ensuite on se met vraiment à bosser. Et à la fin de la journée, on se dit, bon allez, ça, il me reste quoi? Allez, 20 minutes, allez, je le fais, parce qu'on sait très bien que dans les 20 minutes, on fait le taf, et après, on ferme le PC, et la minute qui suit, on est avec nos copines ou nos femmes. Mais voilà, c'est vraiment juste à côté. Et on est prêt à faire, du coup, ce que j'appelle l'extra miles. Alors qu'avant, il est déjà 6h, 6h30, t'as encore une demi-heure, 1 heure pour rentrer chez toi, et tu te dis, ouais, ça, je le ferais peut-être bien, et tu te dis, 20 minutes. Non, je vais arriver chez moi passer 8 heures, et c'était vraiment ça, en fait, qui, du coup, bloquait. Maintenant, il n'y a plus ce blocage. Alors, évidemment, j'incite pas mes gars à bosser plus que de raison, mais en tout cas, je sais qu'ils seraient prêts, voilà. S'il y a une tâche à la fin de la journée qui est encore là, ils vont se dire, allez, je la finis, comme ça demain c'est fait, puis je peux commencer la journée plus tranquille. Alors qu'avant ce serait dit, allez hop, ça je laisse pour demain, parce que vraiment là je vais rentrer, je vais pas avoir le temps de cuisiner, je vais devoir commander. Alors que là on sait qu'on peut prendre le temps et tout ça. Donc je trouve qu'au niveau de la charge mentale, ça aide énormément, et de facto ça aide à ce que dans le travail les gens soient beaucoup plus sereins, se sentent beaucoup moins rush sur certaines choses. Et à nouveau pareil, là où on serait rush et où il y a des bugs ou des choses qui arrivent en fin de journée, les gens sont beaucoup plus à même de dire allez on se met dessus et tout ça, parce que justement il n'y a pas cette contrainte de devoir rentrer chez soi après, avec, comme je disais, 20, une demi-heure, 1 heure de trajet pour rentrer. Donc la charge mentale est extrêmement réduite à ce niveau-là. Absolument, ouais. D'après un sondage qui a été fait justement par GitLab auprès de, je sais plus combien, quelques milliers de salariés remote avant la pandémie, 53% des sondés
disent que la flexibilité d'organisation personnelle, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent vraiment dans le remote et ce qui les fait rester comme ça. Il y a 38% qui parlent du trajet, ce qui est finalement intrinsèquement lié, mais après c'est vrai que pour des gens qui ont passé plus d'une demi-heure par trajet, soit plus d'une heure par jour dans les transports, je peux comprendre que ça aussi. Il y a 34%, c'est le fait d'être plus proche de la famille, etc., de pouvoir voir ses enfants. Et ouais, donc en fait tout ça est assez lié finalement, je trouve, à la flexibilité, quoi. C'est comme tu disais, t'es vachement plus serein, et moi c'est vraiment ce qui me plaît le plus, le fait de pouvoir vraiment organiser ta journée comme tu veux. Tu sais que voilà, si tu veux aller courir entre midi et deux, bah, c'est possible. Si tu veux faire, si t'as besoin de faire une machine, quoi, enfin, ou même faire le ménage, enfin, tu peux juste prendre 10 minutes, hop, passer un petit coup dans le bureau. C'est pratique, et ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans toute la création de l'emploi du temps. Et puis ouais, de voir, moi j'ai pas d'enfant, mais tu vois, de pouvoir, je me rappelle Andy Grant, notre CTO bien aimé, quand on était à Arthos tous les deux, il était complètement contre le remote, etc. Et c'était, comme je disais, c'était du remote autorisé, voilà, selon quand il y avait certaines conditions qui étaient remplies, c'était cool. Et globalement, on avait les core hours, donc on était obligé d'être dans les bureaux entre 10 et 4h30, si je ne m'abuse. C'est ça. Du coup, on pouvait s'organiser comme on voulait autour de ça. Donc c'était relativement flex, mais voilà, on n'était pas encore dans du full remote. Et du moment où on a été forcé de s'y mettre au début de la pandémie, il s'est rendu compte que il a découvert la maison qu'il avait achetée 6 mois auparavant, et en fait il servait juste de dortoir. Il a complètement découvert sa maison, et puis il a aussi commencé à passer un peu plus de temps avec sa fille qui avait, je sais plus, 1 an ou 2 à l'époque. Et je me rappelle quelques conversations avec lui où il commençait à changer d'avis, à se dire en fait c'est pas mal, quoi. On peut élaborer un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que du coup, dans mon cas, par exemple, j'étais exactement pareil. Je dénigrais beaucoup le remote avant d'en avoir fait, ce qui est très con, hein, puisque comme toujours, on dit qu'il faut pas, il faut critiquer, oui, mais critiquer en connaissance de cause. Et pour le coup, c'était pas mon cas. En fait, j'avais fait du remote, comme on disait, que du occasionnel, c'est-à-dire j'avais un colis qui arrivait, j'avais un plombier qui devait venir, donc je demandais ma journée en remote ou demi-journée, ça dépendait. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu la chance de pouvoir avoir le full remote. Et avant, on l'a eu à la fin de Arthos, mais du coup je l'ai vraiment senti avec GetGround maintenant, et c'est vrai que ça te donne une motivation, une clarté d'esprit en fait qui est extrêmement, que j'aime, et surtout c'est autant, et c'est là où je pensais être très malheureux, puisque j'adore discuter, je suis une vraie pipelette, c'est alors à bon escient ou pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours à discuter avec mon collègue à côté, alors évidemment en les dérangeant pas, mais toujours discuter 5-10 minutes, un petit truc, je pose une petite question technique et puis on discute un petit peu, t'as fait quoi du week-end, tout ça machin. Et ça, je pensais que ça allait me manquer profondément et que j'allais justement me déconnecter des gens. Et au final, non, parce que quand c'est bien fait et que de base on est quelqu'un qui aime discuter et discuter avec les autres, on peut toujours le faire avec le remote. Et surtout, c'est là où c'est là où j'ai gagné le plus, c'est en fait de décider de quand est-ce qu'on m'interrompt. Et c'est juste ça, c'est pour moi 90% du bénéfice du remote, c'est de décider quand on autorise les autres à nous perturber notre travail. Et c'est un truc que je me rendais pas du tout compte avant. C'est-à-dire un collègue qui me tape sur l'épaule, qui passe faire un café, faut refaire du café, voilà. Toutes ces petites choses-là, quand on les met bout à bout et qu'on les supprime, on se rend pas compte le temps et la clarté d'esprit qu'on gagne à n'être interrompu que quand on le désire. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire, quand j'ai un truc sur lequel je veux me focus, je sais que j'ai 2 heures de travail, je coupe Slack. C'est-à-dire, mes gars le savent, s'il y a un truc important, ils vont m'envoyer un message sur WhatsApp. Mais vraiment, je coupe Slack et je sais que j'ai pas de notification, je coupe mes mails. C'est-à-dire, j'existe plus pendant 2 heures, mais je sais que dans ces 2 heures-là, je vais pouvoir me focus et faire exactement ce que je voulais, parce que si je pense que ça me prendre 2 heures à faire et que je me cale les 2 heures, je sais que ça va être fait. Alors qu'avant, j'avais beau avoir toute la volonté du monde de faire quelque chose en 2 heures dans le bureau, s'il y a quelqu'un qui passe et qui avait une question à me poser, j'allais pas évidemment l'envoyer chier, donc je répondais machin, et de me remettre dedans et même d'avoir perdu 5, 10, 15 minutes, je suis plus dedans et je sais qu'au bout des 2 heures, j'aurais pas fini le boulot. Et donc, du coup, ça fait une cascade qui va se répercuter. Et encore au-delà, de pouvoir dire je vais faire 2 heures de boulot et sur ces 2 heures j'aurais fait exactement ça comme boulot, ça permet d'organiser la journée de manière beaucoup plus saine et surtout de plus avoir de boulot en fait qui cascade en permanence, et du coup tu te retrouves à la fin de journée où tu pensais avoir fini ta journée, le corps du boulot au bout de 5 heures, au final tu te retrouves à toujours bosser à 6h30 parce que t'as fait que ça de reporter parce qu'on t'a dérangé.
Et donc voilà, c'est voilà l'histoire d'un convaincu par la force, mais vraiment non, j'y vois vraiment que des bénéfices maintenant, avec un caveat qu'on va parler après, mais ouais, que des bénéfices pour moi. Ouais, pareil. Pareil encore, maintenant je code plus, mais déjà à l'époque, quand en fait j'inventais des excuses pour faire du remote quand on était sur un sprint qui était chaud et qu'il fallait que je prenne une journée pour bosser, pour être peinard, plutôt que d'arriver au boulot, de faire la sociable et de mettre mon casque sur les oreilles pendant tout le temps. Je disais, je bosse à la maison aujourd'hui, j'ai un truc. Et en fait, rien que là, tu le vois, le gain de productivité, il est assez énorme. Et j'en suis encore plus convaincu maintenant que j'ai lu des bouquins genre Deep Work, qui t'expliquent vraiment que voilà, la quantité de travail, enfin la qualité d'un travail, c'est égal à l'intensité du focus fois le temps continu passé dessus, quoi. Et c'est vrai que ça a beaucoup de sens, quoi. Ça crée des autoroutes neuronales dans le cerveau, quoi, d'être hyper focus sur un truc et de pas être interrompu, de pas penser à autre chose, de pas. Et bien, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui se balade avec un café au bout du bureau pour perdre le focus. Donc, j'en suis convaincu. Après, ouais, je me demande aussi. Alors, je sais que vous y arrivez bien à réussir à créer une culture et des interactions entre collègues. C'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à faire. Tu vois, je me demandais, tu vois, genre toi et moi, on s'est connus au boulot. Est-ce qu'on aurait créé cette relation si on avait été en remote ? Exactement. Alors, je propose que exceptionnellement, pour une fois, on casse les problématiques actuelles et qu'on en parle aussi actuellement. Mais justement, t'as mis le point exactement sur la problématique actuelle parce que du coup, donc comme j'expliquais, on a fait le choix. Et je pense, pour ce cas-là, c'est intéressant de demander donc d'avoir les équipes qui doivent être attachées à un bureau. Et donc du coup, pour les événements, on demande aux gens de venir directement, donc soit au bureau ou autour du bureau. Mais voilà, c'est-à-dire que tout le monde est grosso modo les plus éloignés sont à 1 heure de trajet du bureau. Donc c'est pas encore la mer à boire. Et donc ça nous permet justement de garder ce contact. Je sais que on a dans l'idée, donc du coup, donc moi avec le PM et aussi le designer et tout ça, on aimerait avoir une journée. Du coup, on fait venir tout le monde dans les bureaux. Et donc moi, j'aimerais faire par exemple voilà de 9 à 10, c'est libre. Les gens peuvent venir que à 10 heures pétantes. Mais si les gens viennent entre 9 à 10, je vais leur organiser un petit déjeuner avec croissant pain au chocolat, café chocolat été. Donc 9 à 10, comme ça on peut discuter et ensuite essayer de faire surtout des meetings dans la journée parce que si c'est ramener le PC pour bosser dans un bureau, c'est clairement inutile. Enfin, ça sert à rien. Mais du coup, essayer de faire un maximum de réunions, essayer de faire par exemple 1h30 voire 2 heures de lunch le midi pour qu'on mange tous ensemble et le soir organiser un pub juste à côté du bureau. Donc ça c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire tous les mois si possible, même si c'est juste un prétexte pour avoir tout le monde qui vient prendre le petit déj, manger ensemble et aller au pub après, mais c'est faire du coup une journée où tout le monde se retrouve et c'est là où tu as mis vraiment le point sur un truc qui est le plus gros problème que je trouve aujourd'hui, c'est que même si on a ces points tous les mois qu'on va essayer de mettre en place, mais honnêtement je pense que ce sera plutôt tous les 2 mois que tous les mois, l'entreprise en elle-même, indépendamment des équipes ingénieurs, va organiser un event pour toute l'entreprise tous les 3 mois. Donc là par exemple pour décembre on a évidemment Christmas Party, mais du coup après janvier, février, mars on va essayer d'avoir autre chose, donc par quarter pour essayer de marquer le coup aussi. Mais le problème c'est voilà les jeunes développeurs, et j'insiste pas au sens junior développeur, mais vraiment jeunes dans l'âge. Moi ça a été mon exemple, donc je suis arrivé à Londres et je t'ai connu, donc bon évidemment par des raisons familiales, donc par ta sœur et donc moi par mon cousin c'est par ta sœur uniquement qu'on a été mis en contact. De nous on se connaissait pas et donc du coup on s'est rencontrés, mais voilà j'ai de très bons collègues avec qui j'ai toujours des relations maintenant, donc Andy Grant, donc notre CTO, on a aussi George, Jim, toutes ces personnes là avec qui je me suis vraiment attaché et j'ai eu la chance du coup de les rencontrer en étant fraîchement arrivé à Londres, de les avoir. C'était non seulement des très bons collègues avec qui j'ai appris énormément, mais ça a surtout été des personnes avec qui j'ai été boire des coups, j'ai découvert la culture britannique, enfin voilà, à travers aller au pub après le boulot, juste après le boulot, tout ça, c'est des choses que je me dis voilà, si aujourd'hui mettons je finis mon année là, je venais de la finir et j'ai commencé à bosser cette année, je connaîtrais peu ou pas pour certaines entreprises toutes ces choses-là. Et justement, comment faire pour que ces jeunes développeurs ou ces jeunes employés tout court dans un monde remote réussissent à engager comme nous ça a été le cas et vraiment se créer des relations. Alors après le boulot est pas forcément là pour créer ce genre de relations, mais je trouve que c'est des relations fortes que j'ai eues et que ce soit même après pour nous le boulot et tout ça, tu crées vraiment des grosses connexions avec les gens, mais en travaillant, ce que je trouve extrêmement sain comme manière de créer une relation avec quelqu'un. Mais là du coup, on peut toujours les créer en travaillant, mais moins. Et à nouveau, le seul moment où du coup vraiment on pourra avoir ces moments de proximité avec les gens, ce sera à nouveau pour des trucs qui sont extra en dehors du travail.
Et donc c'est là où je me dis, même si voilà, nous on met en place toutes ces choses-là pour garder beaucoup d'événements, une culture assez forte, où on voit les gens physiquement, on essaie vraiment d'appuyer là-dessus, ce sera quand même toujours des relations qu'on va créer en dehors, enfin les relations physiques qu'on va créer ne seront uniquement en dehors du travail. Et donc c'est là où justement même si on met ça en place, ça reste c'est cool de voir de voir les collègues en dehors du travail, on boit quelques bières, on s'amuse, on va faire un bowling, on va faire un karting, enfin voilà des activités comme ça, mais on n'aura pas cette connexion à être physiquement, à bosser ensemble les uns à côté des autres dans un bureau. Et donc ça, c'est une question, et pour moi, c'est le seul point noir qui du coup n'est pas un challenge, mais une perte sèche du remote par rapport au fait de travailler dans les bureaux. Ouais, absolument, tu perds un peu cette sérendipité aussi, je trouve, quelque part, tu sais, genre... Exactement. Je te coupe, mais ça a d'ailleurs été le plus gros point que notre CTO a mis en avant pour dire je pense pas que le remote soit une bonne solution, parce qu'il dit on est trop jeune, on est une start-up, il faut qu'on ait toutes ces idées qui fusent, il faut qu'on ait des gens qui constamment s'entrechoquent les idées. Il y a 2 personnes, enfin c'est le nombre de fois où c'est arrivé chez Arthos où on était à un bureau tous les deux, on discutait d'un truc, t'as quelqu'un qui enlève le casque et qui est là, qui dit vous parlez de ça, attendez, ça m'intéresse, j'arrive. Et le nombre de fois où c'est arrivé et le nombre de bugs ou de problèmes que ça a entraîné après, là-dessus, ça a été vraiment énorme, enfin, je trouve. Ouais, c'est clair que tu peux pas le remplacer, en fait, mais je pense pas qu'il faille essayer de le remplacer, c'est juste, c'est différent, en fait, faut s'adapter, et clairement, on est tous pionniers là-dedans, donc c'est vrai qu'il y a des problèmes. Moi, ça me fait pas trop peur, parce que je suis convaincu qu'il y a... En fait, je vois pas ça que des problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Je vois juste ça comme une situation à laquelle il faut s'adapter. Et je trouve que la démarche est légèrement différente, parce que il faut justement être un peu plus agile, finalement, juste s'adapter comme ça. Et au fur et à mesure, en rentrant dans le moule, et ben, tu finis par trouver des recoins du moule que tu connaissais pas, ou dont tu te doutais pas forcément. Et je pense que les gens vont s'adapter au fur et à mesure, et qu'il y a des choses qui vont devenir un peu plus la norme. Que ça l'est maintenant, ou des choses auxquelles on pense pas. Tu vois, par exemple, Cédric, on va essayer de faire une interview avec lui l'année prochaine pour un retour d'expérience dans sa boîte. Ils ont dit comme ça un jour pour rigoler, tiens, ce serait cool qu'on bosse une semaine en mode garage, on se loue une villa et on se met sur le projet, et paf, peut-être pas forcément finir le projet, mais tu vois, juste je sais pas, on a une grosse épique, un gros truc, le truc hyper important pour la boîte et tout, machin. Tu mets une équipe de 5-6 personnes, tu vois, un PO, 4 ingés, et tu leur loues une baraque à un endroit, tu leur payes évidemment le déplacement, et comme ça, ils passent une semaine ensemble, ils mangent, ils dorment, ils bossent, ils boivent ensemble, et paf, quoi. Et ça, je trouve ça hyper fort, tu vois, parce que au contraire, tu concentres en une semaine encore plus de sérendipité et encore plus de relations humaines que ce que tu as dans une boîte en une seule année, quoi. Et tu vois, ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien, que je vais essayer, je pense, de pousser au fur et à mesure dans ma boîte. En plus, quand tu regardes les économies que tu fais à ne pas avoir de bureau et à faire du full remote et tout, tu peux payer le déplacement pour qu'une équipe se voit en présentiel une fois de temps en temps, ponctuellement pour des problématiques. Il faut pas que ce soit... C'est comme les réunions, tu vois, les réunions récurrentes, c'est les pires, parce que t'as toujours l'impression qu'elles sont utiles, alors qu'en fait, la plupart du temps, tu les fais juste parce qu'il faut les faire. Mais voilà, je pense que c'est le genre de trucs, de solutions auxquelles on pense pas forcément, mais je pense qu'ils peuvent aider justement à créer une vraie relation, quoi. Complètement. Mais ça, c'est clair qu'il faut se voir en vrai, quoi. C'est pas... Ouais. T'as beau le tourner dans tous les sens. C'est ça. Mais je pense, surtout en lancement de projet, ça doit être extrêmement intéressant, justement. C'était du garage. Mais ouais, on a hâte de voir si on peut le faire avec Cédric, mais ce serait hyper intéressant comme retour d'expérience. Ouais, carrément. C'est dans un coin d'un Trello quelque part, et on essaiera de faire ça. D'ailleurs, on a pas mal d'interviews qui sont pas forcément prévues, mais dans notre tête, dans le planning, il y en a pas mal de prévues en français et en anglais. Ça arrivera, j'espère, début d'année prochaine. Stay tuned. Ouais, moi je voulais dire, pour rebondir un peu plus sur l'agilité, je vois ça comme un bénéfice. Beaucoup de gens le voient comme un challenge, mais ça impose une sorte de culture du process quand même, le fait d'être full remote. Parce que du coup, tout ce que tu fais en synchrone dans les bureaux, tu te retrouves soit à le faire en synchrone
à distance, c'est-à-dire dans des réunions en visio, en mode Zoom, Google Meet, etc. Mais ça suffit pas finalement, parce que tu peux pas être, comme on dit, s'il y a deux personnes qui discutent d'un problème, il peut pas y avoir une random personne qui enlève son casque et qui dit attends les gars, ça marche pas comme ça quoi. Et donc du coup il y a toutes les discussions, quand tu es en remote, toutes les discussions qui se passent juste dans un chat privé ou dans une réunion où par définition il n'y a pas toute l'entreprise, et ben c'est potentiellement de l'information qui est perdue en fait. C'est de l'information qui est très temporaire, qui est éphémère, et du coup ça c'est un vrai problème. Donc avoir des process qui sont bien carrés, qui sont bien fiables et qui sont respectés, bien toujours mettre des comptes rendus de réunion, toujours déjà avoir un agenda pour chaque réunion, toujours mettre les comptes rendus de réunion, enregistrer les réunions, etc. C'est hyper important, et puis le mettre à jour, Jira, etc. Quand t'as un board physique comme nous on avait à Arthos, tu vois, s'il y a 12 jours de retard, c'est pas grave, tout le monde sait à peu près où on en est. Alors que là, moi quand je me connecte le matin et que Jira il est sans dessus dessous, en fait je peux pas savoir moi dans quel état il est parce que je viens juste de me lever, et ça, pour moi c'est la vérité quoi. C'est la source de vérité, donc s'il a 2 jours de retard, je vais juste penser qu'on a 2 jours de retard quoi. Et voilà, bref, et, du coup c'est constamment essayer de toujours garder cette discipline de voilà, on a une discussion sur Slack ou dans une réunion quoi, hop, mettre un petit commentaire sur le ticket, etc. Et c'est un peu fastidieux, ça demande vraiment une adaptation encore plus forte de la culture, mais je pense que c'est une aubaine pour nous agilistes parce que ça nous permet de mettre les process encore plus au centre du mode de travail, que ce soit pas juste une lubie que le Scrum Master a. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort, quoi, quasiment. Et du coup, c'est un peu une aubaine, je pense, parce qu'une fois que tu as une équipe qui est disciplinée et qui sait utiliser ces process-là, qui comprend leurs bienfaits, ensuite tu peux build up, tu peux construire dessus. Et tu peux peut-être aller un peu plus loin, aller chercher encore un peu plus de maturité, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Mettre la documentation au cœur de l'entreprise, c'est un truc que j'ai découvert avec le cours GitLab, justement, où ils ont un handbook qui fait plusieurs milliers de pages et qui est mis à jour constamment par tout le monde. Et comme ça, tu as une espèce de bible de l'entreprise et tu as tout dedans, quoi. Ouais. Et ça paraît assez cinglé. Mais c'est fou, quoi. Non, c'est sur ce point-là, ouais. Alors, du coup, juste pour faire l'avocat du diable, parce que c'est intéressant, mais c'est vrai que par l'Agile Manifesto, on a la phrase qui dit les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Donc, je me fais un peu l'avocat du diable et je te mets un petite claque derrière l'oreille, mais comment du coup tu le justifies? Parce que moi je pense que, et pour le coup c'est vrai, puisque quand de toute façon le manifesto a été fait, le remote n'était même pas envisageable. Enfin, je veux dire, c'était encore au moment où il y avait sûrement certains encore qui shippaient les logiciels sur CD, donc forcément il y avait un monde du remote. Mais justement, je suis d'accord avec toi que plus ça va, et surtout avec le remote, c'est vrai que les process sont extrêmement importants, et nous on le voit, c'est-à-dire que là on est vraiment en train de scale énormément au niveau du nombre d'ingénieurs qu'on va avoir très rapide, bientôt, et là on se rend compte vraiment qu'il va falloir qu'on ait vraiment des process plus en place, et surtout la documentation, c'est là où je te rejoins. Il y a énormément de choses qui étaient en fait avant transmis de manière orale, j'allais presque dire ancestrale, mais c'est vrai que maintenant on a besoin de documentation pour ça, et on s'est rendu compte que plus que jamais le pair programming pour les nouveaux arrivants est essentiel. C'est même plus du recommandé maintenant, on est en train de voir pour les processus, mais il y a de fortes chances qu'on oblige en quelque sorte les nouveaux venus à faire 2 semaines de pair programming sur les 2 premières semaines, et même pas leur laisser le choix en fait. C'est même pas si vous sentez à l'aise, c'est vraiment faites-le, parce qu'il y a tellement de choses qui vont apprendre des autres développeurs que ça nous paraît maintenant quasi essentiel de devoir forcer du pair programming à l'arrivée des nouveaux ingénieurs. Ouais, ça a beaucoup de sens. Pour revenir là-dessus, donc les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. En fait, je me suis posé cette exacte question. Ça devait être quand je préparais l'émission, je crois. Je me suis dit, attends, comment ça se passe? Et en fait, je trouve que les individus et leurs interactions sont toujours hyper importants. C'est juste que il faut le reporter. Tu peux pas avoir une discussion dans un ticket Jira, quoi. Enfin, tu peux, mais c'est vraiment... ça va peut-être un peu loin, quoi. Mais et un petit call, ou alors quelques messages Slack, mais juste reporter l'information, quoi. Ouais. Et du coup, l'interaction et les individus sont toujours vraiment au cœur du système.
C'est juste que les processus et les outils prennent toujours plus d'importance, mais pas plus d'importance que les interactions. Et en fait, quand tu regardes la seconde valeur, les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, c'est un peu pareil, quoi. Les logiciels opérationnels sont toujours hyper importants, mais la documentation exhaustive, elle devient toujours d'autant plus importante, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point ce manifeste agile va survivre à l'épreuve du temps. Et c'est souvent, en fait, quand on regarde, qu'on se questionne sur à quel point est-ce que ça va devoir évoluer. Sur cela, ouais. Et juste pour Jira, c'est vrai que nous, par exemple, on a une règle tacite qu'on n'a pas. Je la rajouterai d'ailleurs dans la doc, parce que c'est intéressant, enfin dans la doc, dans le onboarding, mais c'est vrai qu'on a une règle tacite, par exemple, qui est qu'on ping les gens sur la tâche Jira, pour que les gens aient le contexte de quoi on parle, mais la règle tacite est qu'on ne discute pas sur Jira. On ping quelqu'un et uniquement on répond si on a été pingé, soit on va directement à personne, et en fait on écrit simplement la résolution sur la task de Jira. C'est-à-dire si quelqu'un historique, mettons quelqu'un travaille, j'ai un collègue qui bosse dessus, et moi je récupère la tâche. Si j'ai besoin du contexte, je l'aurai parce que du coup je vois la question qui a été posée, la réponse apportée, mais c'est la réponse finale, pas la discussion, les échanges. C'est vraiment juste la finalité et du coup ça permet d'aller rapidement à travers ce qui a été fait ou ce qui a été modifié. Et du coup, ouais, c'est vrai que et je suis d'accord avec toi. Ça supplante pas du coup l'interaction et les individus, puisqu'ils vont devoir le faire en dehors de l'outil ou à travers un autre outil. Mais ce sera toujours eux au cœur de la discussion. Donc. En parlant de Slack, j'ai appris que GitLab, eux, ils gardent. C'est marrant parce qu'on a eu cette discussion à Art aussi longtemps quand on est passé sur le Slack payant. Parce que quand tu es en Slack gratuit, tu as l'historique qui est vidé, tous les messages qui ont plus de 90 jours, quelque chose comme ça, ils sautent. Et du coup, il y a plein de boîtes, et dont nous à l'époque, quand on était à Arthos, qui commencent à payer parce que, en fait, tu te rends compte, moi à l'époque, j'étais convaincu qu'avoir Slack comme source of truth, comme source de vérité, c'était une bonne idée, alors que c'est l'enfer. Et en fait, à GitLab, ils payent certainement pour Slack, mais ils ont quand même gardé le truc d'archiver les messages au bout de 90 jours. Et ça, je trouve ça pas mal. Parce que du coup, ça force vraiment à, quand une décision est prise, soit la mettre dans le handbook, soit la mettre sur. Eux, ils utilisent pas Jira, ils utilisent sûrement GitLab, mais à le remettre quelque part, quoi. C'est une discipline qu'il va falloir qu'on devienne meilleur à ça, toujours meilleur. Ouais, et du coup, alors maintenant, je sais la raison pour laquelle les entreprises, c'est même pas peuvent, mais doivent payer pour des raisons de ressources humaines, mais non de HR. Ressources humaines. Oui, de ressources humaines. Enfin, c'est-à-dire en fait, si jamais il y avait un incident ou une discussion qui justifie un blâme ou quoi que ce soit, il faut qu'ils puissent le prouver. Et évidemment, si l'historique disparaît, tu peux plus le prouver. Donc voilà, c'est un truc tout bête, mais ouais. C'est pas faux. J'ai appris ça. Mais cela dit, tu peux toujours demander la règle de l'avoir juste par principe pour te forcer à l'écrire, tant que tu es sûr que c'est conservé quelque part pour des raisons... comment on appelle ça ? Légales. Légales, merci. Pour des raisons légales, ouais. Ça se tient. Peut-être on peut terminer sur un dernier challenge qui me tient à cœur, c'est la sensibilisation au burn-out quand même. Oui. On y a touché un petit peu c'est facile de juste se dire allez encore un petit peu ou le week-end attends, qu'est-ce qui se passe sur Slack, c'est vrai que j'ai déployé ce service un peu à l'arrache, qu'est-ce que ça va bien, non ça va pas et tout, ça peut être, certaines personnes peuvent un peu prendre la tangente sur toutes les libertés organisationnelles que ça offre. Et encore une fois, en tant que manager, c'est notre boulot aussi, notre responsabilité de sensibiliser nos collaborateurs là-dessus, c'est peut-être de faire des check-ins un peu plus réguliers, et puis d'être vigilant, en fait, je pense, sur l'utilisation que les gens ont des différents outils de communication, d'essayer de voir si ils sont connectés, s'ils sont pas assez connectés, mais surtout s'ils sont trop connectés, quoi. Ouais. Oui, complètement. Après, j'ai trouvé, alors du moins avec mes ingénieurs, que c'est beaucoup lié à leur personnalité. C'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà de base plutôt introverties, plutôt on va dire de l'acabit geek, c'est-à-dire des personnes c'est plutôt bar ou plutôt soirée jeux vidéo et qui vont prendre la soirée jeux vidéo, c'est des personnes qui sont relativement beaucoup plus souvent sur leur PC. Et ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, c'est pas juste être sur le PC pour être sur Discord, jouer avec les potes, enfin voilà, regarder Netflix ou quoi que ce soit, mais du coup, ils ont tendance à garder Slack ouvert en se disant oh, s'il y a un petit truc, je peux sauter dessus. Mais c'est vrai qu'à force, ça peut créer une charge mentale. Et comme j'expliquais, ça a un intérêt, ou du moins, le fait de pouvoir avoir cette disponibilité-là, c'est bien. Mais comme tu disais, il faut surtout faire attention que ça aille pas dans les extrêmes, qui soit d'être trop
connecté et justement en fait il y en a comme ça qui vont bosser non-stop et malgré le fait que ce soit que l'entreprise puisse se dire c'est intéressant pour moi, tant mieux. C'est vrai qu'un certain temps, puisque ça ne dure jamais, c'est-à-dire personne ne peut constamment penser que travail, puisque c'est pas sain et de toute façon sur la longue durée, ça tient jamais. Donc très important de surveiller ça. Exactement. C'est un marathon. Et donc, en parlant de surveillance du temps, j'en profite pour sauter sur donc l'outil de l'épisode. Je me permets, je commence. Donc avec PomoFocus, donc c'est le nom pomofocus.io. C'est un outil très 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 simple. Une fois de plus, c'est quelque chose d'ailleurs que je vous recommande de coder vous-même si vous voulez vous faire un petit exercice. Mais pour le coup, celui-là, il est tout fait, très intéressant. Donc en fait, on peut l'utiliser la version gratuite sans aucune limite vraiment. Enfin, quelques limites au niveau des analytics, mais pas dans l'utilisation première. En fait, ça permet simplement d'avoir donc le classique Pomodoro technique, donc des chunks de 25 minutes, 5 minutes et 20 minutes. Pareil, donc tout ça c'est programmable, c'est-à-dire si on veut des chunks qui soient plus longs, on peut, des pauses plus longues, on peut aussi. Si on veut par exemple faire 6 Pomodoro avant d'avoir une pause, à nouveau c'est possible, uniquement 2. Enfin voilà, tout est paramétrable. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait ça combine le Pomodoro avec une to-do list. Et en fait pour chaque to-do list, et c'est là où je trouve qui est vraiment le plus intéressant pour moi, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre la tâche que j'ai à faire et directement je vais devoir mettre le temps que j'estime, c'est-à-dire combien de Pomodoro je vais avoir besoin pour compléter cette tâche-là. Et là où je trouve ça extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ça nous force à chaque fois à se dire, ok, là je pense que ça va me prendre tant de temps. Et en fait, en activant le Pomodoro et en voyant effectivement le temps que ça nous a pris, ça nous permet sur le temps de devenir meilleur et meilleur à estimer et à faire rentrer dans le temps imparti le travail qu'on a prévu. Et derrière, ça permet, alors ça c'est vraiment du plus, mais ça permet d'avoir des statistiques, des analytics, des trends. Donc par exemple, on verra en fonction de telle et telle journée. Et donc souvent, ce que je fais, c'est que je recoupe mes analytics que j'obtiens avec les analytics qui sont maintenant disponibles dans Google Calendar et ça permet très facilement de voir, ok, là j'ai fait moins de Pomodoro, ok, ouais, c'est normal, j'ai eu 4 heures de réunion dans la journée, ou alors là j'ai eu que 1 heure de réunion dans la journée, et bah bizarrement j'ai fait beaucoup plus de boulot. Et il y a des fois des choses que je réalise, c'est simplement quand est-ce que j'ai eu les réunions, c'est-à-dire il y a des journées, mettons sur une journée, enfin sur une semaine, je vais avoir en moyenne 2 heures de réunion par jour, et l'autre semaine d'après pareil, sauf que l'une je vais les avoir en début ou fin de journée, et l'autre je vais les avoir par-ci par-là dans la journée. Et ben je me rends compte que le nombre de Pomodoro que j'aurais effectué en fin de journée varie, et souvent mes estimations sont aussi dans les choux quand j'ai des réunions dans la journée plutôt que d'avoir des réunions en début ou fin de journée. Donc je recommande fortement ce petit outil. À défractionner ces réunions, c'est toujours important, mais ça demande de se synchroniser avec tellement de personnes. Ouais. Mais ouais, c'est super important. J'ai jamais eu l'opportunité d'utiliser cet outil. Je sais que tu m'en avais parlé il y a longtemps. Moi, j'utilise Focus Keeper, je crois, sur iPad. Mais c'est beaucoup plus simple. Ils essaient de s'approcher un peu de ça, mais c'est mal foutu. Mais moi, ce que je veux, c'est juste un timer qui est un coup 25 minutes, un coup 5 minutes. Et ça me suffit parce que je garde mes traces à côté, je m'organise dans ma to-do à côté. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais, moi, c'est ce qui m'a convaincu du Pomodoro, j'en ai sûrement déjà parlé dans ce podcast, c'est quand je me suis rendu compte que c'était pas forcément juste un timer bête et méchant, mais que ça pouvait devenir une unité de mesure, quoi. Et dès lors que tu vois ça comme une unité de mesure de productivité, ça change tout, quoi. Parce que ouais, moi complètement, ouais. Je fonctionne tout comme ça. Je sais que préparer une rétro, ça me prend un Pomodoro. Je sais que j'ai mes trucs comme ça, et comme ça permet d'organiser ma semaine beaucoup plus efficacement, ouais. Et en plus, tu rentres dans la loi de Parkinson où tu te forces en plus à contraindre ton temps quand tu sais que d'habitude une rétro ça te prend un Pomodoro 25 minutes. Bah, quand tu le mets, tu ne dis pas, vas-y, j'ai 2 heures, donc je vais prendre mon temps et tout. Tu le fais en temps 25 minutes et tu utilises l'autre heure et demie pour faire d'autres choses intelligentes. C'est ça. Super, donc Pomo Focus. Du coup, c'est une extension navigateur, c'est ça ? C'est une PWA, une Progressive Web App, et donc du coup en fait il y a directement la version en ligne, mais tu peux aussi du coup comme une PWA classique. Pour le coup celle-là marche vraiment bien, et du coup ça permet en fait, ce qui est intéressant, donc tant que tu as au moins un onglet Chrome qui est ouvert, ça te permet même par exemple sous Mac d'avoir une notification. Donc tu auras du bruit, de la notification, donc enfin tout pour t'annoncer que le Pomodoro est terminé, donc c'est appréciable aussi. Okay. Mais moi j'avais commencé juste en ligne pour l'essayer, et quand je m'en suis vraiment utilisé, maintenant j'ai mon setup où du coup sur mon écran de gauche j'ai systématiquement Slack sur 2 tiers de l'écran, et 1 tiers de l'écran est réservé à PomoFocus. Donc Alright, écoute, je réessayerai peut-être.
Tu me diras. Et c'est juste que moi j'utilise les Pomodoro pas que au boulot aussi, donc après comment je fais et tout. Alors après, peut-être qu'avec la version payante, tu peux te connecter, parce que je sais aussi que tu peux donc du coup te lier avec ton compte Google, et du coup si tu utilisais ton pro, je pense que tu as les to-do qui sont associés, et si tu switches de compte, tu as d'autres to-do associés. Donc pour peu que tu voilà, si tu prends ton compte Google perso, tu vas avoir tes to-do perso et inversement. Donc Ok. Ça se tente. Je vais jouer un peu avec ça. Parce que moi je fais des Pomodoro même quand je fais des sessions de lecture. Je me dis ok, bon, tel bouquin, je me mets 4 Pomodoro par semaine, et puis comme ça me force à avancer. Mais du coup je m'en trouve à lire avec toujours un timer à côté. Ouais. C'est particulier. Bref, alors moi, mon outil de l'épisode, alors c'est un outil un peu tout bête, mais c'est pareil pour revenir sur le remote et la synchrone, etc. Enregistrer les meetings. Je trouvais ça hyper anxiogène avant. Genre, attention, j'enregistre ce meeting. Je dis ok, d'accord, faut pas dire de conneries. Alors que dans le fond, personne le regarde après. Mais quand ça arrive, moi justement qui reviens de vacances aujourd'hui, ben, je sais que la semaine dernière il y a eu quelques meetings qui étaient potentiellement hyper intéressants pour moi, que ce soit pour du projet ou pour des talks ou quoi que ce soit. Et ben, aujourd'hui j'étais bien content de les avoir enregistrés. Tu les regardes en 1 fois 1,25 ou fois 1,5. Tu prends quelques notes s'il y a besoin. Mais surtout, je trouve que ça aide à faire plus d'asynchrone en fait. Parce que on a toujours ce réflexe de personnes qui travaillent dans des bureaux de se dire ah bah attends, on se book un meeting et tout. Et du coup, comme la plupart du temps, il n'y a rien qui va être extrait de ce meeting en termes de documentation, en termes de compte rendu et en termes de vidéo, bah, tous les gens qui sont peu ou prou rattachés à ce qui va être dit veulent y aller à cause du FOMO parce qu'ils ont peur de louper un truc. Et la plupart du temps, bah, tu as des gens qui viennent, qui parlent pas du meeting, qui participent pas, qui font pas d'input et qui sont juste là pour récupérer 10 secondes d'informations sur une demi-heure de meeting. Et c'est un peu dommage quoi. Et du coup, ça crée plus de synchrone parce que finalement, moins il y a de gens au meeting et puis bah, plus c'est facile pour les gens de se le caler dans leur agenda. Mais en plus, in fine, peut-être pourquoi les meetings quoi. Enfin, moins il y a de meetings et puis moins les gens vont peut-être avoir le réflexe de faire des meetings. Et je trouve le top of the pop, ce serait vraiment de pouvoir faire toujours plus d'asynchrone. Mais même si on n'en est pas encore là, bah, moins de personnes dans les meetings, ça veut dire plus de flexibilité pour les créer et puis même peut-être les faire plus courts. Donc voilà, enregistrer les meetings. J'ai découvert que justement à GitLab, encore une fois, ils enregistrent les meetings systématiquement. Ah, d'accord, tous les meetings. Tous les meetings. D'accord. Alors bon, évidemment, en termes de place sur les serveurs et en termes d'écologie, je sais pas trop comment ça se passe, mais tu peux dire voilà, tous les meetings, ils sont archivés au bout de tant de temps ou je sais pas quoi. Mais en fait, je trouve ça pas si bête que ça. Alors après, regarder un meeting de une demi-heure, ça va être un petit peu chiant quand même. Le mieux, ça reste une autre règle incroyable de GitLab, c'est s'il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de meeting. Donc chaque meeting c'est obligatoire d'avoir un agenda, je sais pas trop comment on dit en français. Un ordre du jour. Un ordre du jour, ouais, merci. Un ordre du jour. Et ensuite, en fait, il met ça dans la description du meeting. Et ensuite, dans cette description-là, il la modifie pour rajouter le compte-rendu de la réunion. D'accord. Comme ça, tu peux aller dans le calendrier de quelqu'un, regarder random réunion que t'as pas eu, tu peux voir ce qui a été dit, et si ensuite tu veux voir exactement en détail, bah, tu peux regarder carrément la réunion. Et je trouve que ça a vachement de sens en fait, parce que bah, du coup, t'as pas ce FOMO, tu peux te dire ok d'accord, telle personne, ils vont parler de ça. Moi, j'ai pas besoin d'être à la réunion physiquement, de perdre une demi-heure. Vu que j'ai pas d'input, en fait, il y a que les gens qui vont ajouter de l'information qui seront présents à la réunion, mais les gens qui veulent extraire de l'information, même s'ils sont de l'autre côté de la planète, et ben ça change rien pour eux, et ils catch up plus tard quoi. Ouais. Donc c'est quelque chose il m'a fallu un peu de temps à l'assimiler, mais je trouve ça incroyable. Donc voilà, maintenant c'est un de mes nouveaux mojos, ça va être pas d'agenda, pas de meeting, et surtout dès qu'on a un doute, enregistrer. Ouais, c'est marrant que t'en parles parce que du coup nous à GetGround on enregistre en fait qu'un seul meeting qui est le GGBL qu'on a le vendredi matin, donc c'est GetGround Breakfast and Learn, et du coup on discute donc de sujets qui peuvent être variés. Donc du coup souvent tous les mois du coup on a un GG Gathering où du coup on se rassemble tous et à la fin il y a le Q&A, des questions, il y a des announcements qui sont faits au niveau de tout le business donc qui peuvent impacter tout le monde. Ce qu'on demande donc les personnes qui sont absentes ce jour-là, que ce soit pour des congés, maladies, enfin
n'importe quoi. Toutes les personnes qui ne peuvent pas assister à ce meeting, on leur demande d'avant la semaine d'après d'avoir visionné, parce que justement on fait pas de compte rendu et tout ça, on préfère qu'ils regardent en fait en entier pour avoir tout le contenu. Mais c'est une des demandes qu'on a, c'est que les gens soient à jour de tout ce qui se passe sur les annonces et tout ça. Donc on le fait, mais c'est vrai uniquement pour ce meeting-là. À réfléchir, pourquoi pas le faire sur d'autres meetings aussi, parce que ça peut être intéressant. Super, on est à 1h10, ça fait encore une belle émission finalement. Ouais, c'est... Et en plus, on est en garde sous le coude pour les prochaines fois. Il y a encore nos problématiques actuelles, notamment. On est passé, on a tout mélangé un peu dans un seul Gloubi-Boulga. Ça s'est très bien passé, mais en plus, on en a encore. Yes. Cool. Eh bien, pour conclure, on va conclure. On espère que cette émission, un peu moins technique cette fois, vous aura plu. Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Comme toujours, chez moi, au pub ou sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Et toi, Julien ? Surtout au pub. Surtout au pub. Eh bien moi, sur julien.deret.fr, si vous voulez voir tous mes liens et mes projets. Sur Londres pendant pas très longtemps, sûrement en pub ou chez Pierre. Ça arrive aussi de temps en temps. Et merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les autres plateformes. Et n'hésitez pas à partager l'épisode aussi, ça fait toujours plaisir et c'est la meilleure façon que vous avez de contribuer. En attendant, on vous retrouve le mois prochain pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Pierre. Salut tout le monde, salut Julien.